Messieurs, Guigarin s'installe, on va faire la paix dans un diagramme. Donc Sonia Guivache est excusée, elle a donné pouvoir à Maria Sibat, Marc Avard, Delphine Doba, Jean-Claude Darac, Maria Sibat, Claude Pommiès, Gilles Moreau, Christophe Garteau, Nadine Joie, Stéphane Brett est excusé, il a donné pouvoir à Sadie Lagrave, là, Florence Gachi, oui. Jérémy Marty, Stéphane Leblond, Alain Lalanne, Michel Laminière, Thierry Boulette, excusé, il a donné pouvoir, Jacques Velouti, Joël Descongés, Jean-Claude Rémiot, Daniel Saint-Jeunesse, Maxime Dommage, David Amico, Thierry Biarnès, Jean-Michel Delage, Eric Dessayat, Serge Lebrère. Serge Lebrère n'est pas là? Jean Lafenêtre, Francis Le Corrige est là. Philippe Aubret est excusé, il m'a donné pouvoir. Michel Brett, René Douce, Lambert Gilbert, Philippe Dufaux, Nadine Faber, Jacques Pargane, voilà. Dominique Saint-Germain est là, François Dasté, Jean-Paul Doré, Jean-Jacques Dufaux, Frédéric Lafitte est dans mon occupation, Jean-Michel Barros, Alain Mezeco, Jean-Charles Marsan, Michel Marc, Benoît Terrain, Benoît Laborde et Olivier Baudot. Bien, monsieur le maire, vous nous accueillez. Oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. En deux mots, je vais baisser le son. Ça va mieux. Bon, voilà. Je suis très heureux avec Roland Ligor, mon prédécesseur, ancien maire de Reneur, et une partie du conseil municipal de Reneur, de vous inviter, de vous accueillir ici à Reneur, et je vous souhaite la bienvenue. Je ne vais pas vous présenter la commune, vous la connaissez très bien. Je vais juste vous parler de deux points anecdotiques. L'un concerne l'urbanisme. Donc la commune de Reneur, depuis une trentaine d'années, a fortement augmenté de population. Et on avait à peu près une moyenne de 2 à 3 maisons par an construites sur la commune. Depuis le mois d'août 2017 jusqu'en octobre 2018, en 14 mois, nous en sommes à 11 permis de construire validés et 3 qui sont dans les papiers, ce qui fait à peu près donc, 1 par mois. Donc on ne va pas continuer longtemps sur ce rythme-là, j'espère, mais on est très content quand même de voir toutes ces constructions. C'est un peu le retour des choses, puisque pendant quelques années c'était au ralenti. Et puis les gens ont bien compris que le PLUI arrivait, donc les terrains qui sont en zone constructive aujourd'hui et qui ne le seront pas demain, il faut bien en faire quelque chose rapidement. Le deuxième point plus festif, concerne le basket. Donc vous savez que le club de basket de Reneur est fusionné avec celui de Duhor depuis maintenant plus de 20 ans. On forme donc l'Union sportive de l'Adour, l'US Adour. Cet été, on a eu le plaisir de voir arriver les joueurs de l'ancienne équipe de Buane Classe 1. Donc à Buane, le terrain est peu aux normes, donc les jeunes qui sont essentiellement, voire exclusivement de classe 1, ont souhaité venir jouer au basket à Reneur, et donc on les a accueillis au sein de l'US Adour. Et dans le même temps, on avait entamé des démarches avec nos voisins et amis de Barcelone, Barcelonaire, ça s'appelle, puisque le siège social de Barcelone est à R, pour permettre à Barcelone de jouer en Ligue Aquitaine. Donc aujourd'hui, on peut dire que le club de l'US Adour rayonne sur un quart de la communauté des communes, Buane, Classe 1, Reneur, Duhor, R et Barcelone. Mais le plus intéressant, c'est que quand on regarde le Sud-Ouest le lundi matin, les résultats de l'équipe Pagnon, d'équipe Région, sont marqués sous le nom de R sur Adour. Donc, ça nous pourra, je pense, l'année prochaine, droit certainement à une subvention de la ville d'Air. Sur ce, je vous rappelle que la dernière fois que l'on a fait réunion ici, on a bu le verre de l'amitié le lendemain. Donc, c'est pour ça que je fais bref, pour essayer de boire le verre d'amitié dans la même journée. Et je vous cède la parole, Président. Bon, merci du propos toujours aussi alerte de Dominique, et on salue l'ancien maire, Roland, que je vois avec plaisir, entouré de l'équipe municipale,
Et puis ça fait plaisir aussi de citoyens qui ne sont pas en charge de responsabilité, mais qui viennent participer à nos échanges. Bien, alors on va rentrer dans le vif du sujet. D'abord, sur le procès verbal du dernier conseil communautaire, est-ce que vous avez des observations particulières? Non? Il n'y a pas d'abstention ou d'opposition, donc il est adopté. Alors, premier point à l'ordre du jour, le pôle territorial de santé. On a déjà eu l'occasion d'échanger, puisqu'il avait fallu délibérer à deux titres. La première fois pour prendre une compétence particulière au sein de nos statuts, qui nous donnait la possibilité d'étudier ce dossier très particulier et très important, très sensible. Donc on avait délibéré pour ceci, et ensuite on avait également délibéré pour confier un cabinet Diane Conseil, qui est représenté ce soir par son directeur, M. Mathieu Dugrand. Nous avions donc confié au cabinet Diane Conseil le soin de nous accompagner pour l'élaboration de ce projet. Alors, qu'on retisse un petit peu le contexte local. Si on regarde ce qui s'est passé ces dernières années en termes de perception pour la population, c'est vrai qu'on parlait surtout des difficultés de la clinique Les Chênes, qui s'appelle aujourd'hui la clinique de l'Adour. Et rappelez-vous les épisodes de cette forte mobilisation quand il y avait des risques, y compris pourquoi de fermeture ou de reprise dans des conditions particulières, et donc ça avait marqué, je crois, la population locale, et quand je dis locale, ça dépassait largement les frontières de notre communauté de communes, mais c'était quelque chose qui avait marqué profondément. Et dans le même temps, c'est passé ici comme dans bon nombre d'autres secteurs et d'autres territoires de notre pays, un problème au niveau de la démographie médicale, et qui fait que un certain nombre de médecins ont fait valoir ces derniers mois, on peut même maintenant dire ces toutes dernières années, ont fait valoir leur droit à la retraite avec la difficulté du remplacement et de voir l'arrivée de nouveaux médecins. Et c'est la raison pour laquelle, et je commence par leur rendre hommage, les professionnels de santé de notre secteur, de notre territoire, d'abord autour d'Aires-sur-Adour, se sont pris en main et ont élaboré, se sont constitués en association, l'association des professionnels de santé d'Aires-sur-Adour, qui est représentée ce soir par Philippe Lemarty et normalement Jean-François Dubroca, qui est un médecin généraliste que vous connaissez pour la plupart, va le rejoindre. C'est moi qui... Donc, ces professionnels de santé... C'est la clinique locale. Donc, l'APSA a fait un travail important en amont, où ils se sont retrouvés une quarantaine, mais Philippe pourra le préciser tout à l'heure, pour commencer à réfléchir sur la meilleure manière de pouvoir repenser le mode d'organisation à l'échelon de ces professionnels de santé, dans la perspective évidemment d'être un petit peu plus attractif pour permettre à des jeunes médecins de s'intéresser à notre territoire. Et puis chemin faisant, ils ont commencé à parler de ce pôle de santé ou de cette maison de santé, et c'est comme ça que nous sommes intervenus il y a maintenant un petit peu plus d'1 an, puisque il y a ce qui relève de la sécurité sociale, de la CPAM, on le verra tout à l'heure, c'est la CPAM qui participera au financement du fonctionnement de la future CISA, Société interprofessionnelle des soins ambulatoires, mais pour la partie immobilière, les collectivités territoriales, que sont la région, le département, mais aussi l'État, ne peuvent participer à la constitution d'un cabinet élargi, enfin du pôle de santé, que si c'est la communauté commune qui prend cette compétence. Et c'est la raison pour laquelle donc, on était entré en scène, on va dire, pour nous permettre d'être
être un partenaire de l'APSA pour élaborer ce projet. Nous avons à ce moment-là fait le choix, comme nous ne sommes pas des spécialistes de la question, nous avons fait le choix de nous faire accompagner par le cabinet Eliane Conseil, qu'on a choisi après une mise en concurrence, pour à la fois être à l'écoute de l'APSA dans ce qu'elle avait pensé, réfléchi et écrit au sein du ce qu'on appelle le projet médical, qui relève de l'exclusivité des professionnels de santé. Nous devons nous occuper de savoir sur la partie, on va dire, immobilière, pour que tout le monde comprenne, c'est à la communauté de communes d'intervenir. Voilà, et donc il y a eu un travail qui a commencé au début, à la fin de l'hiver 2018, au mois de mars, avril. Hein. Il y a eu donc un comité de pilotage qui était installé, il y a eu des groupes de travail, à la fois sur Air, à la fois sur Eugénie. On a essayé de voir, et on y reviendra également, ce qui pouvait être envisagé ou pas sur la commune de Barcelone-du-Gers. Toujours est-il que chacun a compris son rôle. Les élus, nous n'avons pas, nous, à intervenir sur l'écriture et l'élaboration du projet médical. Ce n'est pas notre fonction, ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas de notre responsabilité. Ça relève des professionnels de santé qui doivent à la fois imaginer, penser, conceptualiser leur mode d'organisation, notamment de partager un système d'information pour que tous les professionnels qui vont vouloir rentrer dans le dispositif puissent partager les mêmes éléments. Et nous étant là pour faire l'accompagnement et le portage des travaux à imaginer sur le ou les sites. Et j'en viens donc à cette deuxième partie qui relève de la responsabilité de la communauté commune. C'est poser la question à un moment donné de savoir est-ce qu'il fallait partir sur le principe de faire une seule maison de santé, comme ça existe pas très loin de chez nous, à Saint-Mandé, à Nogaro et dans bien d'autres villes des Landes ou des départements voisins, ou bien est-ce qu'on faisait l'option, est-ce qu'on prenait l'option de partir sur le principe d'avoir un pôle territorial de santé multisite, de façon à permettre à chaque professionnel de santé, s'il le souhaitait, de rester là où il est logé aujourd'hui, sur le plan professionnel, étant entendu qu'ensuite, ceux qui adhèrent, eh bien, ils partagent le même réseau d'information. C'est ce deuxième choix qui a été fait, et qui fait qu'aujourd'hui, le pôle principal sera situé en centre-ville d'Ers-sur-Adour, et il y a un pôle, je ne vais pas dire secondaire, mais un deuxième pôle qui verra le jour sur la commune de Gilles-les-Bains. Voilà, donc on va vous détailler un petit peu tout ceci. Je vais demander à M. Guy Grand de présenter son diaporama, il fera les commentaires. Je donnerai la parole ensuite à Philippe Lemarquis, Jean-François Dubroca. Il sait que c'est à Renan, que c'est à 20h30. Je sais, mais il y avait quand même du boulot. D'accord, d'accord. Et puis ensuite, bien évidemment, on vous donnera la parole pour que vous puissiez faire part ou de vos réflexions ou de poser les questions. Étant entendu que ce dossier, et je terminerai par là, sur la partie financement de ce qui nous incombe, on a une réunion la semaine prochaine avec la préfecture, le conseil régional et le conseil départemental. L'idée, c'est de boucler le financement de l'investissement. Et ensuite, il y a deux passages devant des commissions. Une commission départementale qui va se tenir première semaine de novembre, à laquelle nous ne siégerons pas, mais où le dossier sera présenté. Et une deuxième commission, la commission régionale, qui se réunira le 26 ou le 27 novembre. Ce qui veut dire que si ces rendez-vous sont fructueux, dans le courant du mois de décembre, on devrait avoir un projet territorial de santé définitivement approuvé et qui nous permettra à ce moment-là de plonger réellement sur la partie immobilière dans le courant de l'année 2019. Projet qu'on soumettra bien évidemment au vote du budget positif de la communauté de communes. Voilà, Monsieur Guigrand, c'est à vous de nous dire ce que vous avez à nous dire. Monsieur Gabé, je vous remercie. Vous avez déjà dit beaucoup de choses. Je vais essayer d'apporter 2-3 éléments techniques et de précision un petit peu sur le contenu de l'étude sans rentrer trop dans les détails.
pendant que vous parliez, j'ai affiché la carte à l'écran. Alors, je ne suis pas sûr qu'on voit grand-chose, mais c'est, voilà, dépendant de la technique, mais c'est une carte qui montre un petit peu votre territoire, votre communauté de communes, et qui montre comment finalement ce projet s'est décliné à l'échelle du territoire, c'est-à-dire un projet multiterritorial, donc maison de santé multisite, qui part du principe que les professionnels de santé peuvent coopérer, échanger, travailler ensemble, sans forcément exercer dans la même maison, dans les mêmes locaux. Et c'est ce projet donc, très innovant qui s'est construit et sur lequel on a eu un rôle, j'ai envie de dire, d'assistance à la formalisation, qui est aujourd'hui en voie de terminaison. Il y a eu deux phases dans notre étude. Une première phase qui a consisté à faire une étude, j'ai envie de dire, à base d'un diagnostic territorial, d'étudier un petit peu les forces et les faiblesses du territoire, au niveau quantitatif, au niveau de la démographie, au niveau des problématiques de santé, d'une part, et puis d'autre part, de pouvoir, j'ai envie de dire, interroger un petit peu les professionnels de santé pour voir qui était partie prenante dans l'affaire et un petit peu les motivations des acteurs pour s'engager dans une étude de cette nature. Et puis une deuxième phase plus opérationnelle où on a aidé les professionnels de santé à finaliser leur projet de santé, parce qu'il faut bien voir que le projet de santé était déjà relativement bien construit, c'est bien ficelé, donc on a aidé, j'ai envie de dire, dans cette phase de finalisation. Et puis on a eu également une mission un petit peu plus technique de réalisation d'une étude de programmation immobilière dans le cadre des locaux qui devaient être réhabilités et une assistance à la rédaction du projet de santé et à la budgétisation, l'estimation budgétaire de l'affaire. Donc si on rentre un petit peu dans le contenu, alors je vais essayer de ne pas être trop technique, mais pour vous dire quand même qu'on a eu une première partie de mission qui a consisté à animer en fait des groupes de travail avec les professionnels de santé pour pouvoir les aider à formaliser un certain nombre de points. Alors un projet de santé, c'est des actions qu'on mène en commun d'un point de vue collectif et qui tournent schématiquement autour de trois aspects. L'aspect d'accès et continuité des soins, le travail en équipe et la coordination, et le système d'information. Robert Cabé en a parlé, le système d'information c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui va permettre aux professionnels de santé d'échanger, de partager des informations sur leurs patients, sans forcément travailler physiquement dans un même lieu. Et ce qui est très intéressant sur ce projet, c'est que les professionnels de santé ont souhaité travailler, identifier ce qu'on appelle des actions de santé publique. Donc, pour améliorer la qualité des soins auprès des citoyens, les actions de santé publique, dans le cadre desquelles les professionnels de santé envisagent de mener à la fois des actions de prévention et des actions de suivi. Il y a 5 actions qui ont été identifiées, le diabète de type 2, l'insuffisance cardiaque, la couverture vaccinale, l'obésité infantile et l'aspect plaie et cicatrisation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que quand on fait un dossier comme ça, logiquement, on doit s'engager à faire un maximum de 2 missions de santé publique. Là, il y en a 5, alors ils le feront pas forcément tous dès le départ, mais les choses vont aller progressivement. Mais voilà, le projet est ambitieux. Les professionnels ont été animés par la nécessité de proposer des actions dont on sait qu'elles auront un impact sur le territoire, puisqu'on a ciblé, ils ont ciblé des problématiques de santé du territoire. Donc, au niveau opérationnel, je me retourne parce que je n'ai pas de truc en face. Donc, il y a eu, on ne voit pas grand-chose, lien. On a eu donc un système d'information qui a été choisi, qui est le système d'information Axi Santé, qui va se déployer. Il y a des formations qui sont en cours. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un projet comme ça de maison de santé, avec beaucoup de professionnels, on y reviendra, plus d'une trentaine de professionnels, ça ne marche pas tout seul. Et donc, il faut
un ou des acteurs en interne qui vont faire tourner la boutique et qui vont s'occuper de l'ensemble des actions en termes de gestion, de management, de déploiement du projet, de communication, de gestion des partenariats. L'objectif, c'est à moyen terme de pouvoir recruter quelqu'un, mais à court terme, les professionnels de santé, notamment M. Le Marquis à mes côtés, mais aussi M. Desbroca et M. Delaforge, vont s'impliquer bénévolement pour faire en sorte que le projet puisse démarrer sur de bonnes bases, et parce qu'on n'imagine pas l'ensemble des choses qu'il y a à faire sur un projet de cette nature, à la fois au niveau du projet de santé, au niveau technique, au niveau opérationnel. Et donc c'est important que cette implication. Donc au niveau du périmètre du projet, ce qu'il faut savoir, c'est énorme, hein. Il y a donc 34 professionnels qui se sont engagés, qui ont donc signé, qui sont en cours de signature du projet de santé. Donc nous on a un petit peu l'habitude d'accompagner ce genre de projet. En général, ça tourne autour d'une vingtaine de professionnels maxi, là il y en a une trentaine. Il n'est pas interdit qu'il y en ait plus à l'avenir, notamment quelques paramédicaux qui pourraient encore se greffer. Et c'est un projet qui fédère des professionnels de santé qui sont sur plusieurs communes, hein, notamment R bien sûr, mais aussi Eugénie-les-Bains, Caser, Barcelone, pour un paramédical. Donc un projet d'ampleur auquel il n'est pas interdit que d'autres professionnels se greffent. Donc comme l'a dit M. Cabé au niveau juridique, il y a une structure qui est en cours de finalisation, donc une CISA, qui aura vocation à, d'une part, percevoir les subventions de l'assurance maladie, parce que pour un projet de cette nature et l'ampleur du projet qui a été conçu fait qu'il y aura des subventions pour déployer le projet de santé et qui seront utilisées pour l'ensemble des actions qui seront menées. Ok, et puis voilà, un projet territorial qui a pris forme avec des accords de continuité des soins qui ont pu être trouvés entre Eugénie, R-sur-Adour et puis aussi une commune proche de Eugénie-les-Bains, la commune de Jaune, où les médecins généralistes se sont engagés à réaliser la continuité des soins dans les périodes où... Expliquez ce que c'est que la continuité. Ouais, pardon. La continuité des soins, c'est en fait le fait que les professionnels de santé puissent être assurés des soins sur une certaine amplitude horaire. Donc l'amplitude horaire qui est demandée, ou en tout cas qui est souhaitée et qui génère, j'ai envie de dire, le plus de subventions des financeurs, c'est de 8h à 20h en semaine et de 8h à midi le samedi matin. Voilà. Donc la continuité des soins qui a été proposée sera une continuité des soins voilà, importante, avec des accords entre professionnels pour faire en sorte que, grosso modo, quand un médecin n'est pas là, d'autres puissent assurer les consultations. Ok. Et donc, l'ARS qui a été, bien évidemment, dans la boucle, hein, qui a été au cours des travaux, a pour l'instant, on va dire, émis un avis officieux, plus que pas officiel, mais plutôt favorable sur le contenu du projet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau immobilier, donc il y a une étude qui a été menée. Donc il y a un local qui a été identifié donc, pour cette maison de santé multisite qui sera basée ailleurs sur Adour. Une réhabilitation sera engagée sur un total d'environ d'un petit peu plus de 400 mètres carrés. Une maison de santé donc, qui sera basée sur 3 étages, avec à la fois des cabinets de consultation, des espaces de coordination communs entre professionnels, et des locaux qui permettront de recevoir des étudiants, des stagiaires, des internes en médecine, puisque l'ambition du projet, c'est effectivement à la fois de proposer une continuité, une qualité des soins au moins importante, et si ce n'est si possible meilleure aux habitants, mais d'autre part de pouvoir, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la problématique de démographie médicale, et que les jeunes médecins, plus de 90%, quand ils exercent dans les
libéral souhaitent exercer dans le cadre de structures regroupées. Donc ce type de structure doit être de nature à attirer des professionnels. C'est ça l'objectif. C'est l'objectif. Pas que celui-là, mais... C'est un des objectifs forts. Donc j'ai un certain nombre, on verra pas, je pense, un certain nombre de plans. Je pense qu'on les voit pas. J'ai des plans ici de la maison de santé, mais bon, je suis pas sûr qu'au fond de la salle on voit grand chose, mais peut-être qu'on peut retenir l'idée qu'il doit y avoir une réhabilitation, qu'elle doit se tenir donc sur un cabinet au centre vers sur Adour. On peut penser que les travaux s'étaleront sur, je pense, une spécialiste, une bonne année. 6 mois, d'accord, ok, donc 6 mois. Voilà. Je poursuis en vous expliquant que notre travail aussi a consisté à estimer le budget de l'opération, donc le coût brut de la réhabilitation qui est aux alentours de 600 000 euros. Et que en enlevant de ces 600 000 euros à la fois la prise en charge par ce qu'on appelle le fonds de compensation de la TVA et des subventions des collectivités locales et de l'État dont on espère qu'elles supporteront 60% du coût de ces travaux, on obtient un coût de réhabilitation, un coût final du projet qui est aux alentours de 200 000 euros. Donc on a fait des simulations et on a pris une base d'un remboursement de cette somme sur 20 ans avec un taux aux alentours d'1,6%. Voilà, qui nous a permis de calculer le loyer qui pourra être demandé donc à l'association qui aura les jouissances des locaux, donc l'APSA. Au niveau financier, donc, on a également, en lien avec l'APSA, Monsieur le Marquis, simulé d'une part les subventions qui pourraient être allouées par la Caisse primaire d'assurance maladie pour le projet de santé. Donc, pour mettre en place ces actions, ces missions de santé publique dont j'ai parlé, cette coordination des soins, le dialogue interprofessionnel via le système d'information. Et puis de l'autre côté, les charges. Du projet de santé, liées notamment à l'embauche d'un coordinateur, au loyer, aux consommations énergétiques, etc. etc. Et les simulations qu'on a faites montrent que le budget sera, si tout se passe comme prévu, à l'équilibre sur les 3 ans, y compris à l'issue de la montée en charge, notamment puisqu'on, comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de coordonnateur de maison de santé embauché dès le départ. La mission est pratiquement finie. Reste maintenant à présenter le dossier devant les différents financeurs, à se mobiliser pour qu'effectivement vous puissiez obtenir les montants de subvention, j'ai envie de dire maximales pour le projet. Mais bon, on peut penser que les financeurs ayant été tenus dans la boucle, comme l'a dit M. Robert Cabé, à travers plusieurs comités de pilotage et dans la mesure où leurs différentes recommandations, je pense, étaient prises en compte dans la démarche, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de souci pour que le dossier aboutisse. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop technique. Donc, on peut répondre à vos éventuelles questions sur ce... Je vous propose qu'il y a différentes parties. Vous l'avez compris dans ce dossier. Il y a donc la première partie, c'est pour ça que je vous donne la parole à Philippe Le Marquis, c'est le projet médical. Donc Philippe, je vais te céder le micro. Ce serait bien que tu expliques en quoi ce projet médical, à la fois sur la partie prévention, comment vous êtes arrivé à décliner un certain nombre d'options, pourquoi vous avez choisi ces thématiques particulières, y a-t-il des spécificités locales qui vous ont conduit à dire oui, le diabète, oui, ici, donc comment vous avez identifié ces priorités, je dirais, dans le volet prévention, et peut-être que tu expliques aussi dans ce projet médical comment vous allez travailler désormais ensemble. Ça, on va le traiter dans la première partie avec ton intervention.
Ensuite, on abordera une deuxième partie, qui est la partie plus immobilière, sur laquelle vous êtes en droit de vous poser un certain nombre de questions, puisqu'il y a le projet du centre-ville de Derme, il y a aussi le projet de Génie, on en parlera. Et puis, on évoquera les problèmes ensuite, troisième partie, des financements. Philippe. Je vais juste revenir un tout petit peu sur l'historique du projet, qui remonte à 2014, sur lequel on a fait une réflexion avec le docteur Dubroca et le docteur Laporte sur l'avenir un petit peu du problème de santé à Soradour. Ce qui nous a amené donc à réfléchir comment faire évoluer tout ça et comment y répondre. Ça nous a donc amené à ce projet, monter l'association en 2014, essayer de fédérer les professionnels de santé, qui sont quand même relativement des personnes un peu isolées, pour essayer de les fédérer autour d'un projet de santé. L'intérêt de ce projet de santé, il a deux atouts. Un premier atout qui est assez important, d'abord c'est pour les usagers, pour la santé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 70% des gens qui rentrent dans le système de soins, des patients, sont des patients chroniques. Contrairement au début du siècle, où c'était des patients où on les guérissait. Aujourd'hui, un chronique, on ne le guérit pas, on l'accompagne. Donc, il y a toute une évolution du système de soins, aujourd'hui, où l'ensemble des professionnels de santé doivent se mettre autour pour le prendre en charge. On en arrive donc au système de communication. C'est donc un élément clé, si vous voulez, c'est une demande du ministère de la Santé, organisez-vous pour améliorer la prise en charge des patients chroniques au sein d'une structure qui permet de réunir l'ensemble des professionnels de santé, puisque tout le monde doit se mettre autour du patient. Quand vous êtes diabétique, vous avez besoin d'un podologue, vous avez besoin d'une infirmière, vous avez besoin du pharmacien, du médecin bien sûr. Donc c'est un peu l'idée quand même de cette structuration de ce pôle. La deuxième partie, c'est une partie aussi pour l'avenir. Comment fait-on pour attirer des jeunes médecins? Eh bien, on attire les jeunes médecins comment aujourd'hui? En ayant une structure qui les retrouve un petit peu comme au milieu hospitalier. C'est important pour eux parce que ça les sécurise. Donc c'est la pluridisciplinarité à l'hôpital. Quand ils ont un souci, c'est de pouvoir s'adresser et d'avoir des compétences en face d'eux. Donc ça c'est assez important parce que c'est vraiment la nouvelle façon de travailler. En plus, on est dans l'air du temps par rapport aux nouvelles lois qui sont sorties sur les pôles de santé. Donc ça c'est un petit peu le point de départ et le point de vraiment l'organisation du système. Donc aujourd'hui, donc on est vraiment en phase finale, on est en phase de dépôt de dossier puisque le dossier doit être déposé à l'ARS. Une première demande a été faite de subvention en 2017 que nous avons obtenue, qui nous permettra de créer, enfin qui nous permet de subventionner la première partie. La deuxième partie de subvention, c'est des accords qui sont passés avec la Sécurité sociale. D'accord ? Donc ça c'est important parce que nous devons répondre à des critères à la Sécurité sociale et en fonction de ces réponses, nous avons un budget qui nous permet de faire fonctionner les maisons de santé, puisque la maison de santé aura donc un secrétariat, la téléphonie et tout ça, puisqu'il faut donc assurer, et ça c'est très important, surtout pour les usagers, c'est très important, puisqu'on doit assurer la continuité des soins, c'est-à-dire donc avoir une disponibilité de 8h jusqu'à 20h le lundi au vendredi et de 8h à 12h le vendredi matin. Donc le samedi matin, pardon. Le problème des gardes est un autre problème. Au niveau de la maison de santé, parce que vous n'entendez pas parler des spécialistes, la maison de santé concerne le soin de premier recours, c'est très important. Le soin de premier recours, c'est tout l'accès primaire. Tout ce qui est spécialiste n'est pas concerné. D'accord? Donc les spécialistes, bien sûr, nous avons des accords, des protocoles qui sont signés avec la clinique, avec l'hôpital, avec l'HAD, et tous les spécialistes ne font pas partie du premier recours. HAD, hospitalisation à domicile. Voilà, hospitalisation à domicile. Donc c'est pour ça que vous n'entendez pas parler dans le pôle de santé. Il peut y avoir des consultations avancées. Dans l'idée, par exemple, c'est de faire venir une dermato. On peut avoir des consultations avancées, qui peut être amenées par l'hôpital ou ce genre de choses. Mais ça ne font pas partie du pôle de santé. D'accord? Ça, c'est un problème relativement clair. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? C'est à peu près tout, je pense. Oui. Comment vous allez travailler ensemble? Alors, le système, ça c'est important. C'est dans le projet, donc il y a cette communication qui se fait, qui va se faire au travers du système Acquis Santé, qui nous permet donc de communiquer à distance. C'est-à-dire qu'à ce jour, on est 43, on n'est pas 30, on est 43 professionnels de santé. C'est-à-dire qu'il y a pratiquement tous les médecins, les infirmières, il y a pas mal de kinés, dentistes, podologues, orthésistes, orthophonistes, sages-femmes. Donc le projet est quand même l'ensemble des professionnels de santé d'Arcelor et de Barcelone et de Gilles-les-Mains ont bien fédéré tout ça. Et donc la communication se fait au moyen d'un outil informatique
commun, d'accord, qui vous permet d'y accéder chacun en fonction de sa spécialité, puisque bien entendu le secret médical doit être protégé, donc ce qu'on appelle le volet de synthèse médicale, qui est constitué donc en commun, chacun y amène ses éléments, et ensuite chacun peut y accéder en fonction d'une grille qui a été déterminée bien évidemment, puisqu'il faut toujours respecter le secret médical. Donc ça c'est l'élément clé, et ce qui permet de traiter un patient dans son ensemble. Par exemple, si un infirmier a un souci avec un patient, il va l'intégrer dans ce dossier médical. Enfin, c'est pas dossier médical, ce qu'on appelle le VSM, il va pouvoir l'intégrer. Si le pharmacien a des tas de soucis, il va l'intégrer. Si l'infirmier a des tas de soucis, il va l'intégrer. Ce qui peut entraîner éventuellement des réunions avec l'ensemble des professionnels concernés pour traiter le cas. Donc c'est tout un système d'information qui permet de prendre en charge la totalité du patient avec son historique et de construire entièrement le dossier de façon à assurer son suivi. On en revient toujours par rapport à la prise en charge des chroniques. Donc ça c'est assez important. Et donc ça c'est principalement aussi la deuxième partie, c'est donc il y a ce dossier médical, et après c'est toute la partie coordination. Il y a toute la partie coordination de soins qui est donc la mise en place de protocoles. Alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais les protocoles, ça sécurise l'ensemble des professionnels de santé. Parce qu'on est amené à prendre des décisions qui ne sont pas forcément des décisions de notre ressort. On est amené souvent à les prendre. Donc à partir du moment où ces décisions rentrent dans le cadre d'un protocole, ça nous protège. D'accord ? Troisième partie, on va s'axer donc on va essayer de traiter et de faire de la prévention et de la promotion sur la santé sur certains thèmes bien particuliers qu'on a dégagés. Ça fait l'objet de pas mal de discussions entre nous, qui sont les 4-5 thèmes dont vous avez parlé, et qui vont être donc régulièrement remis en cause. Parce que le fait d'avoir un système commun et d'avoir donc des pathologies qui sont codifiées, ça nous permet régulièrement de vérifier quel type de pathologie ressort, et dans ces cas-là, quels sont les axes sur lesquels on pourra travailler l'année suivante. Donc ça permet, c'est pour ça que le système informatique est un système qui est très très important. D'ailleurs c'est pour ça qu'on a les subventions, parce que c'est un système qui coûte assez cher, et qui nous permet de vraiment travailler sur les pathologies qu'on peut trouver dans le secteur. Et troisième chose au niveau de l'association, on a voulu un comité des usagers, donc ça me paraît important, parce qu'on a un peu la tête dans le guidon, on voulait avoir une expérience, enfin des personnes en face de nous qui permettent de voir un petit peu comment ça faisait. Donc ce comité des usagers, il existe, il est créé, il est constitué de 4-5 personnes qui font partie de l'association, et qui eux vont surveiller un petit peu comment ça fonctionne, quels sont les problèmes. Il y a quand même des droits, il y a des devoirs, les usagers ont des droits, donc il fallait tout ça, il faut le contrôler, il faut pouvoir les informer. Donc on y tenait, donc ce comité il existe et nous fait un petit relais avec les usagers. Bon, alors sur cette première partie du projet médical, peut-être le reste ensuite, est-ce que vous avez des réflexions, des interrogations voilà. Est-ce que ça vous paraît être clair? Donc c'est un mode d'organisation. Oui, Michel. À quoi va servir exactement ce comité des usagers? Ils n'auront pas droit quand même à l'accès au... Non, le comité des usagers n'a aucun accès au niveau médical. Le comité des usagers n'est pas là pour juger de la compétence, il est là pour juger de l'efficacité du pôle. C'est tout l'intérêt. Et ensuite nous faire remonter les informations. Parce que tout ne sera pas parfait. Quand on va démarrer, on va faire des erreurs, etc. Et nous, on a une vision côté professionnel de santé. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un retour des usagers. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que ce qu'on met en place est valable? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à mettre en place? C'est surtout la partie organisationnelle qui va être intéressante. Mais le comité des usagers n'est pas là pour juger le professionnel de santé. Il est là pour juger de l'efficacité, de l'efficience de notre santé. Tu as ce qu'on appelle le comité des usagers dans bon nombre de domaines. Tu as par exemple à la clinique de la Dour, tu as un comité des usagers qui se réunit, c'est obligatoire, et qui permet à la direction de l'établissement d'entendre la voix des usagers qui sont satisfaits ou qui sont mécontents, et qui demandent des améliorations. Voilà. Mais ça existe aussi dans les services publics locaux, hein, dans les services publics locaux de l'eau et l'assainissement, par exemple. À partir d'un certain seuil, il y a l'obligation d'avoir un comité des usagers pour dire ce qu'ils pensent effectivement du service rendu. Voilà. Donc c'est purement consultatif, ça n'a rien de professionnel, mais c'est le mode qui a été imaginé par les textes pour permettre qu'il y ait un dialogue. Ça s'inscrit aussi dans les critères
critères dont parlait Monsieur le Marquis, ce qu'on appelle la démarche qualité, c'est-à-dire que ces structures-là doivent régulièrement interroger les usagers, les patients, pour savoir effectivement si les choses se passent bien et qu'est-ce qui peut être amélioré. Donc c'est aussi demandé par les financeurs. Voilà, bon, maintenant qu'il y a des questions qui germent, donc au niveau de l'APSA, je crois que vous avez démarré à 42 ou 43 adhérents. Bon, voilà. Donc au départ, on s'interrogeait tous, que ce soit Philippe, Jean-François et moi-même, pour savoir si toutes celles et ceux qui avaient accepté de se fédérer au sein de l'association APSA allaient, in fine, adhérer concrètement. Et cette partie-là est essentielle, puisque l'ARS nous dit le projet tel que vous nous l'avez présenté nous convient parfaitement, il répond tout à fait aux critères, et donc il y aura un a priori très favorable de l'ARS, c'est-à-dire ils l'ont écrit à M. le Marquis. Moi j'ai eu la responsable de l'ARS la semaine dernière qui m'a confirmé téléphoniquement le même sentiment. Par contre, elle me dit le dossier ne pourra être considéré comme complet que lorsqu'il y aura la signature au document qu'on va déposer. Et c'est pour ça que Philippe et ses collègues du bureau de l'APSA font la chasse à la signature actuellement. Technique, mais ça y est, c'est à peu près abouti. C'est abouti. Voilà. Donc il y aura quand même. Ce qui fait que l'ARS nous disait, aujourd'hui, le pôle territorial de santé qui était le plus important, c'était celui de Mimizan, dans les Landes, où ils avaient 24, je crois, professionnels qui s'étaient fédérés, et nous, on va arriver avec 42. Bon, ça, c'est quelque chose de, j'ose utiliser le terme, d'extraordinaire. Parce que fédérer autour d'un projet de cette nature-là, où il y avait au départ toute une série de questions, voir aboutir la signature que 42 professionnels s'engagent à adhérer à la CISA et donc à signer le document. Bon, c'est un gage d'une volonté locale des professionnels de santé de se fédérer pour porter et définir ces critères d'action. Voilà, ça c'est quelque chose qui va être particulièrement bien vu au niveau de l'Agence régionale de santé qui elle, donnera son feu vert au projet. Sur ce projet médical, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Alors Alain et puis Daniel. Les kinés sont-ils concernés ou non? Oui, les kinés sont concernés, tous les professionnels de santé. Donc dans les professionnels de santé, vous avez donc les médecins, les pharmaciens, les dentistes, les sages-femmes, les kinés, les podologues, les orthésistes, etc. Alors c'est vrai que vous avez des professionnels qui sont plus ou moins concernés, parce que c'est vrai que c'est au niveau de la circulation de l'information. Pour le kiné, c'est des informations de temps en temps, alors que pour l'infirmière, le médecin, le pharmacien, etc., c'est des informations qui se font déjà en permanence. Alors ça se fait déjà, ça va pas le formaliser. Mais en réalité, la liste, c'est une liste qui est de professionnels de santé, c'est une liste qui est validée par la Sécu. C'est la Sécu qui vous détermine cette liste. Peut-on déterminer le nombre, je vous prie? Actuellement, il y a 2 kinés. Est-ce qu'on a une retour d'expérience sur des similaires, des zones de santé en réseau, et notamment est-ce qu'on a une retour d'expérience sur l'appétence, sur l'attirance des médecins? Alors aujourd'hui, oui, on a pas mal de retours. Nous, notre choix a été de faire une zone de santé donc multisite avec un bâtiment socle. Alors c'était très clair pour une bonne et simple raison. D'abord, dès le départ, quand même au niveau de l'association, on était quand même relativement nombreux. On sentait que bon, c'était long. Il nous a fallu 2 ans pour fédérer tout ça. Mais on s'est dit bon, si on est une quarantaine ou une trentaine et qu'on monte un bâtiment, il a pour 3-4 millions d'euros, ça coûtait beaucoup trop cher et c'était pas intéressant. Oui, même plus que ça. Ensuite, on a fait le tour. On fait partie de la FAMPO, c'est la Fédération des maisons de santé. On a fait un petit peu le tour avec Jean-François. On est parti à Limoges, on est parti un peu dans toute la France, voir ce qui se passe. Et on se rend compte que les maisons de santé où l'on regroupe les professionnels de santé, il y a un gros problème, c'est des problèmes de loyer. Et ensuite, s'il y a un professionnel qui s'en va, et bien, c'est le loyer des autres.
Et ensuite, il y a une différence entre les infirmières, les médecins, etc. Où c'est assez complexe. Dans les forums d'infirmières ou dans les forums de sages-femmes, vous regardez, surtout ne rentrez pas dans les zones de santé. Pourquoi? Parce qu'il y a cette difficulté financière. On a eu l'expérience aussi avec Nogaro, par exemple, où ils rencontrent quelques difficultés qui sont liées à ça. Donc l'idée qu'on voulait avoir, c'était surtout ne pas impliquer, enfin, ne pas rentrer dans ce phénomène-là et se dégager de ça. C'est pour ça. Donc c'est pour ça qu'on a opté pour ça avec un bâtiment socle. Par rapport aux nouveaux professionnels de santé, principalement les médecins, parce que la problématique, c'est une problématique de médecin, hein, ça c'est clair. Quel est l'avantage? Le médecin, sa problématique, c'est beaucoup de temps administratif, d'accord. Il n'a plus envie de s'emmerder excusez-moi, à gérer tout ça, d'accord. Il a beaucoup de frais, ça n'intéresse pas. Et en plus, il se retrouve seul, d'accord. Et alors que sa formation aujourd'hui, la médecine générale a un internat de 3 ans, qui se fait en milieu hospitalier. Donc les médecins quand ils sortent avec un exercice très hospitalier. Donc c'est un petit peu ce qu'ils veulent retrouver en médecine de ville. C'est l'intérêt de ce qu'on appelle le travail en pluridisciplinarité, d'accord. Ensuite, l'intérêt qu'il a et ce que lui offre le pôle, c'est qu'un jeune médecin qui va arriver, il aura le choix de s'installer au niveau du pôle, au niveau des médecins tertiaires associés, mais le pôle va lui faciliter énormément des choses. Plus de secrétariat à gérer, plus de téléphonie à gérer. On va essayer de mutualiser beaucoup de choses pour que, à la limite, le pôle de santé facture une facture par an au médecin, donc il n'a plus de comptable. Donc ça lui fait augmenter son temps médical. On l'estime à peu près une augmentation, il a à peu près un tiers de son temps qui est pris par l'administratif. Ça lui fait on va le réduire, on lui fait gagner pratiquement 20 ou 30%. Donc ça va augmenter son temps médical et ça va lui simplifier les choses, si je peux dire, d'accord, dans sa façon de s'installer. Ils sont demandeurs de ça. Donc effectivement, dans les pôles où ça s'est fait, dans ce style de pôle, où il n'y avait pas cette notion de loyer, ça les attire effectivement beaucoup. Il y a aussi une seconde chose, c'est l'internat, c'est très important. C'est pour ça qu'on a insisté beaucoup pour un internat sympa, pour qu'il y ait des jeunes internes qui viennent. On a déjà 2 qui arrivent au mois de novembre. Parce que finalement les internes, ça fait pas mal de médecins qui passent, et sur le tas, il y en a pas mal qui peuvent s'installer. D'accord. Et le pôle, donc on n'a pas précisé dans le bâtiment, mais une chose qui est importante, c'est qu'il y a 3 cabinets médicaux qui seront donc supplémentaires, qui seront au-dessus du cabinet médical, qui permettra d'accueillir 3 nouveaux médecins éventuellement, ou une consultation avancée hospitalière, ou des internes qui pourront exercer là. Est-ce que j'ai répondu à votre question? D'autres questions? Vous voulez médical? Alors Jacques, Benoît d'abord. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu plus sur la partie immobilière? Vous avez commencé à nous expliquer qu'il n'y aurait pas de maison de santé style Samadé, que moi personnellement je connais un peu. Et puis ensuite vous nous avez présenté un projet justement avec un bâtiment structuré, ça un pôle de santé. Donc est-ce que vous pourriez préciser, ou j'ai l'impression que vous l'avez un peu dit, cette partie des choses et comment ça va s'articuler? Oui, c'est la deuxième partie, ça. Je vais vraiment dire. Souvent, on confond, si vous voulez, on confond le terme de maison de santé est mal utilisé. On confond souvent maison de santé, on se dit, on met 3 médecins, 3 PDS dans une maison et ça fait maison de santé. Maison de santé, c'est pas ça. Maison de santé, c'est le projet de santé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'on appelle un pôle de santé, c'est pas le bâtiment, c'est le projet. D'accord? Donc c'est le projet de santé, c'est-à-dire que comment vous allez vous organiser pour la continuité des soins, comment vous allez vous organiser pour l'informatique, pour l'information, et comment vous allez répondre aux besoins de la population. C'est ça qui fait un pôle de santé, c'est pas le bâtiment. Donc le bâtiment, si vous voulez, pour nous ça va être un bâtiment socle. Donc l'option de se mettre à côté du cabinet médical, c'est uniquement parce que l'ARS le demande, ils disent qu'il faut vous mettre au plus près de la majorité des médecins, comme les médecins ne voulaient pas bouger. C'est pour ça qu'il s'est mis là. Donc le bâtiment socle va réunir le secrétariat, va réunir toute la partie technique, informatique, etc., toute la partie téléphonie. Il va y avoir ensuite des salles pour faire de l'éducation thérapeutique, je ne vais rentrer dans le détail là-dessus. On a une salle qui sera prévue pour faire de la télémédecine. Il y aura ensuite 3 cabinets médicaux supplémentaires qui appartiendront au pôle, et une partie ensuite espace pour l'internat pour recevoir des stagiaires, avec une bien sûr priorité aux internes en médecine.
mais ça sera ouvert à l'ensemble des professionnels de santé. On peut avoir des stagiaires, etc., à condition que ça ne gêne pas l'arrivée d'interne en médecine. Donc ce qu'on appelle le bâtiment socle, si vous voulez, c'est le lieu commun de l'ensemble. Sachant que de ce lieu commun, si vous voulez, tout le monde est connecté à ce lieu commun au travers de l'informatique, d'accord? Ça veut dire que dans l'organisation aussi, on aura un numéro unique. Donc vous appellerez le pôle directement. Dans un premier temps, ça sera un numéro unique qui sera dédié aux médecins. Après, on essaiera de l'élargir à l'ensemble des professionnels de santé, d'accord? De façon à ce qu'il y ait un numéro unique pour toucher l'ensemble des professionnels de santé. Et par rapport à Samadé, si vous voulez, vous imaginez que c'est la même chose que Samadé, si ce n'est que les cabinets ne sont pas sur le même site, si vous voulez, c'est uniquement la partie, comment dire, la partie réception, la partie organisation structurelle. Jacques, dis-toi le projet, bien, pas de problème, sauf peut-être ce qui concerne les parkings, mais ça concerne le maire d'air, c'est pas grave. Et je regrette par contre que Barcelone, je crois qu'il y a plein de professionnels. Et par contre, j'aimerais, parce que cette année on a eu des problèmes, lorsque des personnes de Barcelone se sont présentées dans le cabinet médical derrière, je leur ai répondu que vous êtes le gestion, vous avez un risque. Alors j'espère que ça ne se reproduira pas. À la maison de santé, ça s'est fait, les gars, c'est déposé. Donc, j'aimerais bien que ça ne se renouvelle pas. Parce que... Alors je vais vous répondre d'abord, le pôle de santé n'existe pas. Pour l'instant, donc c'est pas le pôle de santé qui a répondu ce genre de choses. Non, c'est les médecins. Les médecins répondent ce qu'ils veulent, et vous savez, entre ce qui est dit et ce qui est la réalité des choses, souvent les gens parlent beaucoup pour dire des choses qui ne sont pas forcément la réalité. Nous avons la chance sur Adour d'avoir des médecins qui font leur boulot. Parce qu'il y a quand même le docteur Salomé qui est parti, le docteur Ariu qui est parti, le docteur Harold qui est à la retraite, le docteur Pétulia qui est parti. On a des touvilles qui bossent du matin jusqu'au soir et qui font leur boulot. Donc là, je pense qu'il vaut mieux éviter de le remettre en cause parce qu'on a quand même beaucoup de chance d'avoir ça, ce qui n'existe pas dans beaucoup de villes. Mais pas en cause, mais c'était dit. Non, mais vous savez, on entend beaucoup de choses. Maintenant, si ça vous a pas été dit personnellement, il faut éviter d'écouter des bruits. Deuxième chose, concernant Barcelone. Barcelone, nous avons contacté, en 2014, nous avons monté l'ensemble des professionnels de santé du territoire. Donc nous avons contacté, nous avons eu les réponses, nous avons eu, bon, il n'y a pas de souci. C'est des projets qui se montent, on le sait, pas forcément avec tout le monde. Après, chacun fait des choix, c'est tout à fait normal. Donc Barcelone a été contacté, bien évidemment. Les médecins de Barcelone n'ont pas souhaité, jusqu'à maintenant, rentrer dans le pôle de santé. Est-ce que c'était mal présenté? Est-ce que je ne peux pas rentrer dans les détails? Aujourd'hui, nous allons aller les revoir pour leur en parler, puisque maintenant, l'avantage, c'est que en 2014, on ne savait pas de quoi en parler. Maintenant, on sait de quoi on parle. Ça fait quand même une grande différence. Donc, on va voir donc, les médecins de Barcelone. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Sachez aussi qu'un pôle de santé, vous y rentrez, vous en sortez, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que souvent, ce qui se passe, ce qui s'est passé à Nogaro, ils ont réussi à fédérer avec des gens de Louga, etc. Ça s'est fait 2 ans après. Et ça s'est fait 2 ans après. Il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Surtout avec mon nom. Donc, ça se fera. On souhaite les faire rentrer. Nous les ferons rentrer, c'est la volonté. On ne peut pas imposer aux médecins de Barcelone s'ils ne veulent pas rentrer. Ils ont été contactés, ils ont été recontactés 15 fois. Je pense que nous allons les recontacter avec le docteur Dubroca. On a essayé de le faire ça rapidement. Maintenant que le projet est fini, on a fédéré l'ensemble des professionnels de santé, donc c'est pas si mal que ça. Voyant ça, ça va être plus facile pour eux d'y rentrer. Mais s'ils ne rentrent pas maintenant, ils rentrent l'année prochaine, etc. Il faut savoir quand même que c'est des projets, mettez-vous à la place des professionnels de santé, d'abord ils sont plus proches de la retraite que des études. Donc c'est un peu logique. Et puis après, ça entraîne quand même pour eux, surtout pour les médecins, ça entraîne des engagements, il faut les assumer. Si vous voulez. Donc moi je comprends tout à fait qu'ils aient un petit peu de recul par rapport à ça, il ne faut pas les incriminer. Et ça se fera peut-être naturellement quand ils verront le fonctionnement et puis ils décideront d'y rentrer. C'est fermé à personne. C'est fermé à personne. Moi, je ne t'incrimine pas. Je vous parle surtout. Moi, je l'ai rencontré plusieurs fois. C'est pas eux que j'incrimine. C'est le principe qu'on a dit. Vous êtes gersois, vous avez un risque. Ça a été dit plus. Je ne rentrerai pas dans cette polémique. Je ne suis pas dans le cabinet médical et moi, je crois que ce qu'on me dit. Donc, vous savez, des bruits, moi, j'entends tous les jours. Alors, bon, maintenant, vous savez, moi, je suis petit, ça passe au-dessus. Vous êtes plus grand que moi, mais laissez-vous, ça passera au-dessus. Ah oui, mais à part ça, on a été chaudés sur la pharmacie. On a le droit de se poser des questions. Ne mélangeons pas tout le sujet. Alors moi je vais juste te poser une question. Concrètement, j'ai un rhume, je vais chez le médecin, qu'est-ce que ça change pour moi, le projet de santé? Alors Florence, je vais essayer de répondre concrètement. Alors ça ne va peut-être pas forcément être au début parfait, hein. Il faudra nous laisser un petit peu mettre. L'idée, non, ce que demande l'ARS, c'est qu'il y a un accès aux soins facilité. D'accord?
Donc c'est une organisation au niveau des plannings des médecins, de façon à gérer des zones pour les urgences non programmées, ce qui est ce cas. D'accord? Donc l'idée c'est, tu appelles le pôle de santé, et à ce moment-là, tu auras rendez-vous, parce qu'il y aura un médecin qui aura une plage horaire dédiée aux soins non programmés. C'est le principe. D'accord? Donc, alors c'est en train d'évoluer, le docteur Dubroca sera là, il vous en parlerait plus facilement que moi. Mais l'idée, de toutes les façons, c'est ça, c'est de générer des zones pour prendre en charge les soins non programmés. C'est tout l'intérêt justement de fédérer tous les médecins. Parce que je t'ai répondu. Ouais. Et Joël demande la nuit. Non, alors non, la continuité des soins concerne après on parle des gardes. Ça ne nous regarde pas. Les gardes, c'est un autre système, d'accord. Nous, c'est la continuité des soins, c'est du lundi matin au vendredi soir, sauf la nuit bien sûr, et le samedi, donc de 12h à 20h. Ce qui a été d'ailleurs... Je recommence, le samedi de 8h à 12h. Ça a été en plus un petit peu allégé par l'ARS, où si on ne tient pas ses objectifs, on perd des points, on perd des financements, ça a été un petit peu allégé. Après, ce qui est des gardes et des urgences après, en dehors de ces horaires, c'est un problème de garde, ça ne concentre pas le pôle. Donc ce sont des gardes qui sont assurés par les médecins ou les urgences de la clinique. La garde, 8h, 20h, les 5 jours et le matin et le samedi, ça relève du pôle de santé territoriale. La garde, c'est de 20h jusqu'à 8h le matin, ça relève d'une organisation avec des décisions de l'ARS qui organise comme ils peuvent, parce que tous ne font pas des gardes. Voilà, donc d'un endroit à l'autre, d'un territoire à un autre, il peut y avoir des modalités de garde différentes selon qu'il y a la volonté de faire ou de ne pas faire. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué et c'est souvent là qu'il y a des difficultés. Alors dans les endroits qui sont proches d'un centre hospitalier, public ou privé, bon, c'est les urgences, avec tout ce que l'on sait sur les urgences. Là où on est éloigné effectivement d'un centre hospitalier, soit public ou privé, ça peut être galère. Il faut considérer les choses comme on dit. Mais ce mode-là, le pôle territorial de santé, ne concerne pas le système des gardes. Bien, oui, Jérémy. Oui, juste une question. Alors j'imagine que c'est prévu pour la suite, mais il sera, à mon avis, indispensable de faire de la communication là-dessus, puisque beaucoup de personnes se posent des questions sur le projet. Philippe, tu rappelais à juste titre que ce n'était pas le bâtiment, mais le projet en lui-même. Alors ça, c'est peut-être un détail, mais tout le monde se pose la question, tout le monde se demande si tous les médecins généralistes vont être regroupés au cardio horaire, comment est-ce qu'on va faire. Donc il sera indispensable de le faire, mais j'imagine que c'est prévu, oui. Oui, il y a déjà un site internet qui vaut ce qu'il vaut. C'est moi qui l'ai fait, donc mais enfin c'est un site explicatif. Vous pouvez y aller, c'est pôle de santé-r.com. Après, il y aura une communication, bien évidemment. Parce qu'il y a deux éléments importants qu'il faut bien faire passer dans le message. Il y a deux choses importantes qu'il faut bien faire passer dans le message, c'est que le patient garde la liberté de choix. Ça veut dire, et ça c'est vraiment le message qu'il faut qu'on fasse passer, c'est-à-dire que le patient qui rentre dans le pôle de santé publique sur raison choisit son professionnel de santé qui appartient ou non au pôle. Ça c'est très clair, d'accord? Le patient garde sa liberté de choix. Il garde aussi sa liberté d'information. Il y a un système informatique partagé, avec bien évidemment des clés par rapport aux différents professionnels de santé. Il faut avoir l'accord du patient. Alors, tout ça, toutes ces informations vont être données au niveau du site internet que l'on transmettra. Il y aura bien évidemment des flyers au niveau des cabinets, il y aura des affiches au niveau des cabinets des gens du pôle, etc. Il y aura une communication. Alors, cette communication a été confiée pas mal au comité des usagers, parce que ça peut être intéressant que ce soit l'œil des usagers qui le transmettent pour le faire un langage moins technique que nous, finalement. Et effectivement, c'est un élément important sur lequel il faudra communiquer. Mais le projet, nous, dans notre tête, il est validé depuis 2017, puisqu'on a obtenu les premières subventions de l'ARS. Et c'est vrai qu'on est plus dans le guidon pour le constituer le pôle que vraiment pour l'information. En chronologie, le pôle, on voudrait qu'il essaye de démarrer en janvier de cette année, tout au moins pour la partie coordination, information, etc. Sachant que les locaux seront livrés en septembre, voire peut-être en août.
Et non, ça permettra déjà de faire fonctionner le pôle, même si on n'a pas forcément les bâtiments, de faire fonctionner le pôle, de vérifier si le système d'information, si la téléphonie, si le secrétariat, si tout ça, ça marche. D'accord? Mais on va communiquer, tu as raison, pour bien expliquer tout ça. Mais déjà, vous pouvez le dire, c'est surtout toujours la liberté de choix des patients. Les PDS restent dans leur espace où ils sont actuellement. Le pôle n'est là que pour réunir le secrétariat, la téléphonie, la partie éducation thérapeutique. Il y a 3 cabinets médicaux supplémentaires. S'il y a des nouveaux médecins, ça permettra d'avoir une offre pour eux. Et l'internat, principalement. Hein, donc c'est principalement ça. Les professionnels de santé restent chez eux. Hein, et toujours à l'esprit, le droit des patients et la liberté de choix des patients, c'est très important. Bien, alors on va passer maintenant à la deuxième partie qui va être plus simple parce que le projet médical, excepté les spécialistes qui sont, il y en a quelques-uns, 2 ou 3, mais pour nombre d'entre nous, c'est un verbiage nouveau, c'est un concept nouveau, et c'est très bien que tout le monde aille dans le même sens. Vous savez, dans l'éducation, quand on parle des projets éducatifs territoriaux, mais c'est un petit peu le même principe. Hein. Dans le monde de l'éducation et de la jeunesse, maintenant, il faut faire des PEDT. Dans le monde de la petite enfance, il faut faire des conventions globales territoriales avec la Caisse de l'allocation familiale. Donc c'est un nouveau mode d'organisation. Sur la partie immobilière, donc qui nous concerne très directement et sur lequel on doit délibérer. Donc vous avez bien compris qu'il y a deux projets qui sont différents. Tous les professionnels de santé gardent leur local ou leur cabinet qu'ils ont. Certains sont en location, d'autres sont en construit. Ça ne change rien. Donc sur la partie à Turine, qui est la partie socle, comme a dit Philippe, ce serait situé attenant au cabinet médical qui est au centre-ville actuellement, sur la rue Carnot, par l'acquisition par la communauté de communes de 2 immeubles qui ne sont pas encore achetés aujourd'hui parce que nous n'achèterons les immeubles que lorsque, bien évidemment, le projet sera validé. Faisons les choses en ordre. Mais j'ai déjà eu contact avec les deux propriétaires et qu'il ne devrait pas y avoir de difficultés. Ils sont tous les 2 vendeurs et sur le prix, on va s'accorder assez facilement. Donc la Comcom achèterait ces 2 bâtiments. Nous avons mis en concurrence, nous avons fait appel à candidature pour mettre en concurrence des architectes, des maîtres d'œuvre. On va ouvrir les offres ce jeudi, après-demain. Mais on a déjà une idée de ce que des gens qui sont venus voir le bâtiment. Donc, on aura en fin de semaine le choix du maître d'œuvre. Partant de là, ce maître d'œuvre, il se mettra à partir du programme qui a été fait par le cabinet Eliane Conseil et son partenaire Lapsis, il y aura la déclinaison d'un permis de construire, d'un appel d'offres et de travaux qui se situeront dans le courant de l'année 2019. Je suis plus prudent, on connaît la fougue de Philippe, donc lui dit il faut qu'on y soit au mois d'août. Bon, je suis plus prudent sur cet échéancier, ça n'engage que lui, pour l'instant. Bien évidemment, on mettra tout en œuvre pour aller le plus vite possible. Enfin, il faut qu'il y ait un permis, on sait que ça prend un certain temps. Il y a la consultation de l'entreprise, il y a ensuite les chantiers, la disponibilité des entreprises, etc. Bon, tout ça. Moi, je pense que si on commence le chantier concrètement en avril, ce sera déjà pas mal. Hein, et de laisser 3 mois pour le permis, la consultation de l'entreprise, la préparation du chantier, etc. Bon. Et donc, je ne vais pas redire tout ce qui a été dit. C'est un montant qui est estimé aujourd'hui aux environs de 510 000 €. Il faudra qu'on vérifie si avec l'ouverture des plis, si on est dans cette trame de prix ou pas. Là-dessus, nous allons solliciter des aides de l'État, de la région et du département. On se fait à l'idée de solliciter le maximum qui est de 60%. Est-ce qu'on aura une réponse positive pour 60%? Restons encore prudents, mais enfin, on va se battre pour. Et auquel cas, il y aura un reste à charge que la communauté de communes devra porter. Et ce reste à charge se traduira par un prêt dont les annuités seront facturées
à la CISA, la société interprofessionnelle des soins ambulatoires. Voilà en gros le schéma. Ça c'est pour la partie Eugénie, donc qui recevra la partie socle qui portera la partie socle. Sur la partie d'Eugénie, c'est différent. C'est également la communauté commune qui portera le projet. Le projet consiste sur le plan bâtimentaire en quoi? C'est que la commune de Génie, le maire de Génie, pas là ce soir, il est excusé pour des raisons professionnelles. C'est le presbytère, l'actuel presbytère qui est vide de Génie, qui est situé au centre-bourg, qui est propriété de la commune, donc qui serait cédé à la communauté de communes et qui ferait également les travaux. Pour l'instant, on a lancé la consultation pour choisir le maître d'œuvre, mais qu'on aura avant Noël. Là, c'est directement la Comcom qui facturera le loyer, non pas à la CISA, mais directement aux professionnels de santé, puisque parallèlement au presbytère qui va accueillir les médecins, kinés, etc., à Génie, il y aura également la construction d'une pharmacie, puisque le pharmacien actuel ou la pharmacienne actuelle est dans des locaux que le juge trop exigu, et donc elle viendrait s'épauler, et donc tous ces professionnels payeront le loyer directement à la communauté de communes. Voilà, et c'est l'ensemble de ces deux projets, celui d'Air et celui de Génie, qui sera porté, ce qui fait qu'on va arriver à un montant de travaux, dans les chiffres, les premiers chiffres qui sont estimés, aux environs de 1 million, 1,1 million. Donc c'est là-dessus qu'on peut espérer les financements dont j'ai parlé, et qui nous permettraient de boucler l'opération. Là où je voulais vous demander tout à l'heure de délibérer, c'est de savoir si vous êtes d'accord sur la proposition que je vais vous formuler, qu'on ne facture pas de loyer aux médecins stagiaires, aux jeunes médecins. Parce que l'idée, quand même, de tout ça, bien sûr, c'est un concept nouveau en termes organisationnels, mais il y a aussi l'idée, quand même, qui est sous-jacente à ça, de capter de nouveaux médecins. On va leur offrir un cadre de travail nouveau, qui semble correspondre à ce que les étudiants en médecine demandent et sollicitent, et aujourd'hui ils ont l'embarras du choix, vous savez, pour s'installer. Donc les jeunes médecins, ils vont aujourd'hui là où ils pensent trouver une organisation qui corresponde à leur attente. Donc on va créer le concept, et je pense moi qu'il serait judicieux et opportun de renforcer l'attractivité du monde organisationnel par une gratuité du loyer, de façon à ce que ces jeunes médecins stagiaires qui viendront faire leurs 6 mois de stage, eh bien, puissent être logés soit dans les 2 appartements qu'on prévoit sur Air, ou un appartement qu'on prévoit dans les combles aménagés bien évidemment de Gilles-les-Bains, dans l'espoir qu'ils trouvent un intérêt à s'installer définitivement. C'est ça l'objectif. Alors c'est un pari, parce que nous, on peut s'engager sur la gratuité de loyer. Pour autant, je ne signe pas en disant que ça va être suffisant pour que le jeune médecin ensuite vienne. Mais ça, il faut, me semble-t-il, prendre ce risque-là. Et le deuxième, pas risque, mais enfin c'en est un aussi, quand même, c'est de prévoir dans le bâtiment socle d'Air sur Adour, qui est 3 salles, 3 cabinets, pour accueillir ces futurs médecins, et bien évidemment, tant qu'on n'aura pas ces médecins-là, on n'aura pas de loyer qui entreront. Bon, voilà, mais tout est fait pour qu'ils puissent venir. Voilà en gros la partie immobilière, bâtimentaire, sur laquelle je suis prêt à répondre aux questions que vous pouvez vous poser. Dominique. Oui, tu viens de dire, sur Eugénie, il va y avoir un projet fait par la communauté de communes. C'est pas la CISA qui va. On ne va pas appeler le loyer, le remboursement à la CISA, mais directement aux professionnels de génie. Donc ça veut dire que les professionnels de génie ne vont pas adhérer à la CISA. Ils adhèrent. Bon, je posais des questions comme ça. Et j'avais une seconde question, oui. Puisqu'on va appeler un loyer, enfin un remboursement à la CISA. C'est la partie socle. Oui, mais c'est donc la CISA qui va décider de ce mode de fonctionnement. Comment nous, on va dire,
on ne peut pas payer les nouveaux médecins, c'est quand même la CISA qui va gérer ça, non? Alors pour Eugénie, c'est le point différent parce que ce sont les professionnels de santé qui s'installent dans les locaux. D'accord? C'est les professionnels de santé qui s'installent dans les locaux. Tu voudrais qu'on revienne. Pour nous, au niveau de l'air, c'est la CISA qui s'installe dans les locaux. Donc la CISA c'est les bâtiments, vous voyez ce que je veux dire. Donc il n'y a pas de professionnels de santé dans les locaux. Nous, on va utiliser une certaine partie pour le secrétariat, pour la téléphonie, pour une salle de TP, pour ce genre de choses. Ensuite, il est prévu 3 locaux pour des médecins, et voilà. Hein, d'accord, on parle de ces locaux-là. Donc les professionnels d'air qui restent chez eux ne vont pas payer. Non, ils restent chez eux. C'est tout l'intérêt du système. C'est pour éviter justement de faire peur aux professionnels de santé, parce que souvent ils ont peur de rentrer là-dedans. Ils restent chez eux, si vous voulez, ils ne bénéficient que du bâtiment socle. Hein? Parce que, comme je disais, ce qui est important, il y a toute la coordination assurée de ces réunions-là, et ça sera au niveau du bâtiment socle. La CISA ne porte que la partie socle. Hein? Voilà. Xavier. Oui, pardon. Tu l'as rappelé, Robert, mais il est bon de rappeler que ce projet il a été porté par l'ensemble des professionnels de santé et que c'est une excellente chose parce que quand des projets comme celui-là ils sont portés par des professionnels et on se tourne vers nous élus, c'est plus facile d'arriver à nos fins, d'arriver à une réussite que quand c'est nous élus qui devions secouer les professionnels pour faire ce genre de projet. Donc on peut féliciter, excusez-moi, les professionnels de santé pour ça au travers de l'APSA. Et puis 42 professionnels qui se sont regroupés, on va être le plus gros pôle de santé. Alors j'ai bien compris, monsieur le maire, qu'on peut regretter pour l'instant que les professionnels de santé de Barcelone ne sont pas là, mais bon, le temps fera que... Alors, ça me permet de rebondir sur une question du maire de Barcelone sur le lieu et le pôle de santé qui se trouve en plein centre-ville. C'est vrai que avoir un pôle de santé, avoir les médecins, pour faire clair, en centre-ville, c'est très important pour la ville d'Aire parce que ça draine du monde, et ça draine du monde donc en centre-ville, et donc ça apporte une dynamique. C'est un pôle de santé en centre-ville, c'est un vecteur de dynamisme pour le centre-ville. La municipalité est bien consciente, les commerçants sont bien conscients, donc c'est pour ça que nous aussi, on avait appuyé en ce sens nos municipalités d'Aire pour que le pôle de santé soit à l'intérieur du centre-ville. Mais effectivement, il y a la problématique, qui n'en est pas une, qui est un inconvénient du stationnement. On a quand même des stationnements à Aire-sur-Adour, je pense à la place du commerce, je pense au parc municipal, à la place Général-Lieu, mais c'est vrai qu'à proximité, devant le pôle de santé, surtout pour des gens qui ont des problèmes de mobilité, c'est plus embêtant. Donc la municipalité s'est engagée, et au travers de Philippe, et avec les médecins, mais aussi avec les commerçants, parce que là, on est en centre-ville, donc on a des commerçants, on a des médecins, on a des patients et on a des clients. Donc il faut que tout ce petit monde, passez-moi l'expression, converge ensemble pour trouver des solutions. Alors, on travaille dès à présent pour essayer de trouver au mieux les meilleures solutions pour que, comme je l'ai dit, et les consommateurs, et surtout les patients qui sont, je dirais, problèmes de mobilité, puissent se garer au plus près de ce pôle de santé pour pas qu'il y ait de problème. Mais il reste quand même des places de parking à Aire-sur-Adour. Après, ça ne devrait pas modifier le projet de santé ne devrait pas modifier énormément la fréquentation du cabinet médical. Non, ça va être... sur le plan immobilier, ce sont des mètres carrés qui vont être attenants, contigus au cabinet militaire existant. Voilà. Donc la fréquentation et le problème de stationnement actuel, ce sera le même, quoi. Oui, mais qui existe. Qui existe, c'est sûr. Il y a des pôles de santé qui se font à Bordeaux, qui se font à Paris, qui se font dans pas mal de grandes villes. Il n'y a pas de parking, donc c'est souvent un faux problème. Et je pense que c'est important pour la ville d'Aire de rester en centre-ville et d'avoir des parkings. Il y a des parkings à proximité, place du Maréchal-Lieu, etc. Ça fait à peu près 50 mètres. Il faut trouver quelques places, mais ça, on va en discuter avec le maire pour éventuellement des handicapés, etc. Mais l'accès aux soins, c'est surtout ce qui est important, c'est d'avoir pour la population, je pense, l'accès aux soins. Plus
plus que l'accès voiture. Parce que l'accès aux soins, c'est vraiment la difficulté qu'on trouve aujourd'hui au niveau de la région. Ça, c'est plus important. Oui, Xavier, moi je pense qu'en la matière, il n'y a pas de brevet d'invention pour savoir qui c'est qui a démarré le premier dans cette affaire-là. Moi j'ai commencé par ça, je le redis, ça ne me pose aucun problème. Ce pôle de santé territoriale, il est d'abord l'émanation des professionnels de santé. Que les choses soient claires. Nous n'aurions pas pu faire cela s'il n'y avait pas eu l'initiative de se fédérer au sein de l'association. Et ensuite, nous sommes venus pour apporter, puisque le passage obligé des aides publiques, c'est que ce sera la communauté de communes qui fasse. Et donc, nous, on est venus pour s'impliquer dans la partie purement immobilière. On a souhaité s'entourer des conseils très avisés, je le dis sans retenue, du cabinet Eliane Conseil, sur lequel je crois que les professionnels de santé ont aussi trouvé un réel intérêt d'échanger, puisque si j'ai bien compris, aujourd'hui, ils se téléphonent, je ne vais pas dire tous les jours, mais presque tous les 2 jours. Et donc il y a une symbiose, il y a une agrégation qui s'est faite toujours. Voilà, moi je pense que c'est important, et ce qui sera à dire après, c'est que ce travail en commun, ça nous permettra peut-être d'avoir le pôle santé territoriale le plus affiné sur le plan départemental. Quoi. Et c'est en cela que je crois qu'il faut qu'on soit précis sur le vocabulaire. C'est bien un pôle territorial de santé, c'est pas une maison de santé. La maison de santé, c'est ce qu'il y a à Saint-Médée, c'est ce qu'il y a à Nogaro, c'est ce qu'il y a à d'autres endroits, où tout le monde est réuni dans un seul et même lieu. Mais imaginez, si on avait voulu, si on avait eu la folie de faire ça, il aurait fallu construire des locaux qui auraient été... ça aurait coûté plus cher qu'une piscine couverte. Hein, bon, donc il faut savoir être raisonnable dans la vie. Donc là, puisqu'il y avait la possibilité de faire ceci, voilà, on a pu, c'est pour ça qu'on parle d'un pôle territorial de santé et non pas d'une maison de santé. Voilà. Sur la partie immobilière, est-ce que vous avez d'autres questions? On votera tout à l'heure. Hein. Juste pour revenir à la gratuité pour les jeunes médecins, est-ce qu'il y a une notion de durée par rapport à 6 mois? C'est durant le stage. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Au bout de 6 mois, au bout de 6 mois, on les aura mariés avec une Hollandaise. Voilà, il faut un ménage. Est-ce qu'on a un ordre d'idée du loyer que va payer la CISA si on obtient une subvention maximum? On est en train de ficeler ceci. L'objectif, c'est que, comme l'a expliqué tout à l'heure Philippe, c'est qu'en fonction du nombre d'actions, ça génère des points, et ces points se traduisent ensuite en recettes payées par la CPAM. Donc plus tu conduis d'actions, plus ça te génère des points. Et en gros, on est parti, je crois que vous ne me démentirez pas, sur un budget de l'ordre de 100 000 euros. 100 000 euros d'aide de la CPAM. C'est ça? Entre 90 et 100 000 en fonction des simulations. Ouais. Voilà. Oui, je l'ai fait. Par an, ça, ce sera la recette donc payée par la CPAM. Nous, on n'interviendra pas dans le fonctionnement de la CISA, la communauté de communes n'interviendra pas à ce niveau-là. Et en dépenses, il y aura un même montant dans lequel il y aura le loyer qui prend en compte le reste à charge de la communauté de communes, mais qui prend en compte aussi le salaire du coordonnateur, du secrétariat, des frais de téléphonie, le chauffage des bâtiments, le ménage, etc., etc. Voilà. Et c'est ça qui nous fait penser que le nombre de points qui pourraient être gagnés par le projet générerait une recette de l'ordre de 100 000 euros, et il faut que ce soit équivalent. Est-ce que ta question, c'est de savoir si la CISA sera un locataire qui permettra de payer le loyer? Oui, non, mais bon, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Alors, je vais rajouter un point qui est très important dans notre vision des choses. La CISA, c'est donc une société, donc d'économie libérale,
qui est constitué par l'ensemble des professionnels de santé, donc 43. Dans les statuts, nous avons précisé qu'il n'y aurait aucune distribution de bénéfices. C'est clair, c'est-à-dire que les professionnels de santé ne sont pas là pour gagner de l'argent, ils sont là pour essayer de créer une structure qui permette de pérenniser l'offre de soins sur notre territoire. Donc ça, c'est clairement précisé au départ. Si la CISA fait des bénéfices, ça servira à faire des actions de promotion, de prévention pour la santé. On a même imaginé d'autres choses dont ce soir je ne veux pas parler. Donc il faut savoir, pour bien comprendre au niveau du fonctionnement, on signe un accord, ce qu'on appelle l'accord conventionnel interprofessionnel avec la sécurité sociale, qui est un accord d'engagement sur la continuité des soins, la coordination et l'informatique. Donc, en fonction des différentes réponses que l'on donne, en début d'année, on fait une proposition de ce qu'on va faire à la Sécu. La Sécu nous donne 80% du budget, qui nous permet de faire vivre et de faire fonctionner la CISA. Et en fin d'année, si on a répondu à la totalité de ces questions, à ce moment-là, ils valident. Voilà. C'est pas simple, hein, parce que c'est quand même. Pour laisser la Sécu, hein, c'est quand même. Donc, c'est vrai que le budget de fonctionnement va être à peu près entre 80 et 90 000 euros. Il y aura des refacturations aux professionnels de santé, puisque les professionnels de santé vont utiliser le secrétariat, la téléphonie, etc. Donc ça va être refacturé aux professionnels de santé, bien évidemment. Mais l'élément important, et je voulais bien préciser ce soir, la CISA s'est engagée à ne pas faire de bénéfices. Et s'il y a bénéfice, ces bénéfices serviront à faire des actions de prévention, de promotion pour la santé. Hein, ça c'est bien clair. Hein. Tout l'argent qui rentrera dans la CISA ne servira qu'à ça. Il n'y aura aucune rémunération au niveau des professionnels de santé, nous les premiers, puisqu'avec le docteur du Broca, comme il s'appelle David Delaforge et moi-même, on va assurer la coordination et gratuitement pour pouvoir lancer le système. Au niveau masse salariale, il y a une masse salariale importante, puisqu'il faut donc assurer cette continuité des soins, ce qui veut dire qu'il faut à peu près 2 personnes, il nous faut à peu près 60 heures par semaine, donc ça fait quand même des salaires, peut-être obligé d'augmenter, et un coordinateur à mi-temps. Donc c'est principalement ça qui va gréver le budget de la CISA. Bien. Alors, dernière partie, le combat du calcul, donc il faut aller vite. Sur la partie financement, donc vous avez bien compris, on ne participe pas au financement du fonctionnement de la CISA, ça c'est l'affaire de la CPAM, et j'ai besoin que vous m'autorisiez à solliciter les subventions de la préfecture, de l'État, de la région et du département pour essayer de capter les 60% sur les 2 immeubles d'air et de génie. Donc ça c'est que je vais vous demander un vote, et je vais vous demander également un vote si sur le principe de la gratuité des appartements qui seront des studios, studios améliorés, 2 appartements sur air et 1 sur génie. Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe d'une gratuité pendant les 6 mois des médecins stagiaires qui accepteraient de venir sur air sur air? Alors, sur la demande de subvention, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'opposition à ça? Bon. Sur la partie de la gratuité, je vais mettre aux voix. Qui est pour cette gratuité? Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, écoutez, voilà, je crois que nous avons fait le tour de la question. Monsieur Guigrand, vous voulez rajouter quelque chose? Je crois que M. Marquis a bien joué son rôle. Aussi, j'ai rien à dire. Non, je pense que on est sur un très beau projet. Je crois qu'il faut les professionnels d'un côté et les élus de l'autre ont joué leur rôle. C'est pour nous une garantie de succès du projet. Ces projets-là, quand ils fonctionnent sur 2 jambes. Donc effectivement des professionnels de santé qui portent et puis des élus qui soutiennent. Donc là, on a ces ingrédients-là. Tous les ingrédients sont là pour que le projet puisse fonctionner avec un enjeu majeur, et vous l'avez rappelé, et je crois que la décision va dans ce sens-là, qui est de pouvoir, à court moyen terme, attirer des professionnels de santé sur votre territoire. Je crois que c'est l'enjeu, à la fois que les professionnels coopèrent au bénéfice des patients, et qu'il y ait des nouveaux professionnels qui puissent s'installer. Je crois que c'est vraiment l'enjeu. Bien, écoutez, merci M. Guigrand, merci Philippe Lemarty de votre participation, de votre contribution. Donc on va s'atteler maintenant à... Donc, les signatures sont toutes reçues. Il faut que tu revoies peut-être les gens de Barcelone. Hein? Oui, voilà. Bon, donc faites-moi
passer. Alors, on se disait, il a parlé tout à l'heure de M. Guigrand, qu'il faudrait qu'on rajoute la partie dans le dossier de Ginevra, mais est-ce que c'est concret? Toi, tu as fait le dossier sur une feuille à part ou comment? Et le plan, quelque chose comme ça, tu vois? Ouais, tu peux le rajouter. Bon, attends, je te fais passer demain. Hein? Voilà, voilà. Hein? Bien, merci. Merci beaucoup. Donc, M. Guigrand, le Parisien de service, vous reparlez de Grenade. Vous avez le GPS, oui? Bon, voilà. Merci. Merci beaucoup de votre contribution. Bien. Alors, on va poursuivre maintenant, sachant que l'essentiel a été vu. Hein. C'était le corps central du Conseil communautaire. Bon, donc sur la réforme statutaire, je m'engage à prendre le point numéro 2. Donc il y a, la préfecture nous a demandé, comme d'ailleurs à plusieurs autres pays, de mieux préciser les choses sur la compétence rivière avec le CIMAL au niveau de la compétence. Donc ils nous ont, il y avait des écritures différentes d'un EPCI à l'autre, donc ils ont proposé une rédaction identique à tous les EPCI qui sont concernés par le CIMAL. C'est la raison pour laquelle on vous a précisé un petit peu les choses dans l'écriture. Hein. Bon, voilà, ça ne vous pose pas de problème, c'est ce qu'on avait déjà vu, il n'y a pas de difficulté. Donc, deuxième point, c'est de transformer l'écriture qui, jusqu'à l'heure, dans les statuts actuels, énonçait qu'on avait la compétence pour l'élaboration d'études au pluriel pour la mise en œuvre d'un pôle territorial de santé sur le territoire communautaire. Et donc, on modifierait ce point particulier par mise en œuvre d'un pôle territorial de santé sur le territoire communautaire, élaboration d'études, construction et gestion du patrimoine immobilier relatif à cette compétence. Voilà. Donc c'est pour permettre, donc, ça va nous engager pour la délibération ce soir, à ce que vos conseils municipaux puissent délibérer. Ce que je vous demanderai, c'est d'essayer de délibérer d'ici la fin novembre, si c'est possible, de façon à ce qu'on puisse avoir ensuite les deux arrêtés du préfet des Landes et du préfet du Gers dans le courant du mois de décembre, et qu'on puisse engager le processus, faire permis de construire, appel d'offres, etc., et ne pas perdre de temps pour ces raisons-là. Hein. Mais je ne peux lancer les choses que si vraiment on a les statuts adaptés. Bon, sur l'écriture de ces deux compétences, est-ce que ça soulève des objections particulières et des questionnements? Non? Voilà. J'en profite quand on parle de statut communauté commune. Dans le courant de l'été, une proposition de loi est venue préciser un certain nombre de choses, notamment sur la compétence de la gestion des eaux pluviales. Vous savez que jusqu'à l'heure, la loi NOTRe précisait que la gestion des eaux pluviales relevait du même corpus que la compétence assainissement. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Donc,
on n'a pas besoin de l'écrire dans les statuts puisque ce n'était pas précisé, mais aujourd'hui, la compétence des eaux pluviales, elle reste de la compétence communale. Il n'y a que lorsque, et c'est notre cas, on a défini l'intérêt communautaire au niveau de la voirie, et que l'on a dit on a la gestion de la voirie, mais aussi de ses annexes. Et quand il s'agit d'un réseau sous forme de fossé ou d'un réseau enterré d'eau pluviale sur la partie voirie, qui est la gestion communautaire, qu'à ce moment-là, la partie de la gestion des eaux pluviales relève de la communauté de communes. Est-ce que les choses sont bien claires? Mais vous pouvez avoir sur un même réseau pluvial, dans une commune, vous pouvez avoir une partie qui est sous la voirie ou sur le bas-côté de la voirie communautaire, c'est dans la charte de la Concorde, et puis à un moment donné, que ça traverse sur une voie privée, etc. Et ça, la gestion des eaux pluviales, y compris sur le domaine privé, reste la compétence communale. Que les choses soient bien. Donc on n'a pas modifié quoi que ce soit, puisque c'est la loi qui le précise. Dossier numéro 4, syndicat des eaux du Marcillon et du Tursan, modification des statuts. Là aussi, il y a eu, dans le cadre de la représentation substitution, ce sont les communautés, les EPCI qui se sont d'air pour les 11 communes rurales et le pays d'Arusat, qui ont pris cette compétence au assainissement. Donc il faut modifier les statuts pour réécrire que c'est la communauté communautaire et le pays d'Arusat, plus toutes les communes, puisque le PCI Chalosse-sur-Sang, sur Saint-Sevé, Montjoly, n'ont pas pris la compétence au assainissement, et donc là, ça reste une compétence communale. Voilà, tout le reste, c'est sans modification. Sur cette modification statutaire, pour les eaux du Tursan et du Marcillon, pas d'opposition. Merci. Point numéro 5, sur la ZAC de Bastia. Tu veux le présenter, Daniel? Bon, donc c'est l'entreprise Granulépo que l'on connaît un petit peu, puisque le gérant n'est autre que l'ancien maire de Cornillard, M. Olivier Tinarage, qui se propose d'acheter un lot de 2945 m² sur la base de 20 € le mètre carré. Et donc il faut délibérer pour m'autoriser à signer l'acte de vente à M. Tinarage. Pas d'opposition à ça. Alors, dans le même fil, nous avons eu hier, donc le dossier était, nous avons eu confirmation d'une entreprise qui est installée aujourd'hui dans le Gers, qui souhaiterait venir nous acheter le dernier lot de la ZAC de PRS. Il s'agit de la société, le nom de la CI, bon, il n'est pas précisé. C'est une société civile immobilière dont le gérant est M. Aguerre, qui est un plaquiste, qui a 3 ou 4 salariés et qui souhaite racheter donc un lot de 363 m² à 17 € le mètre carré, qui était le prix de la ZAC de PRS. Donc il vous est proposé que l'on délibère pour m'autoriser à signer ce compromis de vente. Pas d'opposition à ça. Je vous remercie. Dossier sur le personnel. Alors, il faut qu'on s'accorde pour déterminer le taux de promotion pour les avancements de grade. Donc moi, je souhaiterais que l'on ait le même tableau pour les taux de promotion entre la communauté commune et le CIS, parce qu'évidemment, les personnels regardent ce qui est fait. Donc on a réuni les comités techniques, le comité technique de la communauté commune la semaine dernière. On réunit le comité technique du CIS la semaine prochaine, avant le conseil d'administration du soir. Et après échange au sein du comité technique, les deux comités techniques, on partirait sur la proposition suivante. Pour la catégorie A, le maintien à 50%. Pour la catégorie B, le passage de 50 à 75%. Et pour les catégories C, le maintien à 100%. Comme ça, comme les CIS seraient sur le même registre. Ça ne veut pas dire qu'en appliquant ces taux, que ce soit une obligation. Hein. Mais il y a notre obligation, elle consiste à déterminer un taux, après on le respecte ou on ne le respecte pas, mais il faut délibérer automatiquement. Ça ne veut pas dire que un agent de catégorie C, parce que
c'est à 100%, il a automatiquement l'avancement de grade. C'est resté à la discrétion de l'autorité territoriale. Pas d'opposition à ça, pas d'observation. Modalité d'exercice du temps partiel, dossier numéro 7. Donc on a un agent qui est à 90%. Il y a un deuxième agent qui souhaiterait 80%, sauf qu'on avait délivré que pour des 90%. Donc il faut m'autoriser à accepter, à accorder cet exercice à temps partiel à 80%. Pas d'opposition à ça, ça concerne qu'un seul agent. Dossier numéro 8, création d'emploi temporaire pour remplacement d'agents disponibles au service des ressources humaines. On a un agent qui est en arrêt de travail maintenant depuis combien de mois? Depuis septembre, depuis un an. Nous ne sommes pas du tout sûrs qu'il puisse revenir. Donc on a essayé de faire sans remplacement, ça a posé quand même quelques difficultés. Donc il vous est demandé de m'autoriser à prendre un adjoint administratif à temps complet de catégorie C pour assurer le remplacement en attendant, de façon à ne pas perturber les services. Pas d'opposition, merci. Création et suppression de postes afin de permettre les nominations au titre d'avancement de grade. Vous avez à gauche les postes à supprimer, vous avez à droite les postes à créer. C'est simplement, vous avez compris la technique, c'est pour permettre l'avancement de grade, ça n'a pas de difficulté particulière. Merci pour votre accord. Finance, budget primitif, c'est les premiers toilettages. Donc, sur le budget principal, vous voyez qu'il y a des chiffres en plus, il y a des chiffres en moins, tout ça s'équilibre. Ça n'a pas d'impact financier. Même chose pour le budget annexe des affaires scolaires, il y a des plus et il y a des moins. On arrive également à l'équilibre à zéro. Et pour le budget de l'école de musique, il y a une petite opération d'écriture pour l'amortissement des subventions. Ça s'équilibre également, donc aucun impact sur le plan budgétaire. Pas d'opposition. Logement, attribution d'aide de l'OPH pour M. Bengard, David et Ménestri et Béatrice, rue René Méricam, auquel on pourrait ajouter selon notre règlement une aide de 500 €. Y a-t-il des questions diverses? Voilà. Alors, il y a tout ça, bon, c'est pas marrant à faire, mais il faut le faire. Plusieurs marchés. Alors, pour les travaux de réfection de l'école élémentaire de Barcelone-Ligère ont été retenus. Pour tout ce qui est peinture, plafond, revêtement de sol, c'est l'entreprise Marc SAS qui a été attributaire. C'est pour ça que M. Michel ne prendra pas part au vote dans un instant. Il n'y a pas voté, ça c'est pour informer, d'accord. Ça c'est marché Autant pour moi. sous délégation. Menuiserie intérieure et store, c'est Castel Aluminium, et installation électrique, c'est Elex Service d'Air sur Adour. Pour les travaux de fourniture et mise en œuvre d'enrobés projetés à l'émulsion, c'est l'entreprise Roy TP qui a été retenue. Pour les travaux de revêtement d'enrobés pour la communauté commune, c'est l'entreprise Polas Sud-Ouest qui a été retenue. Pour les travaux de réaménagement du site de la gare, c'est l'entreprise Bellarini pour le gros œuvre qui a été retenue, l'entreprise Stoubaber pour les menuiseries, l'entreprise Fior pour la plâtrerie, l'entreprise de Marc pour le revêtement de sol, ainsi que pour les peintures, l'entreprise Elex Service pour l'électricité et l'entreprise SPEM pour la plomberie chauffage. Pour la réfection de la toiture des écoles d'Air sur Adour, c'est l'entreprise Desbats qui a été retenue pour un lot et pour le deuxième lot par l'entreprise Pierre Tasquet. Pour les travaux de réfection et de reprofilage des cours de récréation des écoles communautaires à Lanux, c'est l'entreprise Auto-Briarette qui a retenu et l'entreprise Roy TP pour Sigos. Pour la création du fonds documentaire à l'enregistrement sonore et images des médiathèques communautaires, c'est l'entreprise Gamanesi et RDM Vidéo qui ont été retenus. Pour le marché des fournitures des livres non scolaires, c'est l'entreprise de la librairie Caractère, Bulle d'encre de Mont-de-Marsan, Bibliothéca de Paris, librairie Leclerc sur Air et Abracadabra de Voiron pour les livres en langue étrangère. Voilà, j'ai fait la communication, ce
sera un bulletin de procès verbal. Bon, je m'excuse, c'est tombé cet après-midi, donc je n'ai pas eu le temps d'expliquer au président. Donc, Madame la trésorière nous demande de délibérer à l'occasion d'une demande qu'on a formulée pour une convention tripartite à signer pour la fourniture du carburant auprès d'un supermarché local, sachant qu'on prend l'essence sur les 3 supermarchés, mais là, ce supermarché a la particularité de demander une convention. À l'occasion de cette demande, la perceptrice s'est rendue compte qu'on a besoin de régulariser certaines dépenses pour lesquelles il n'y a pas de mandatement préalable. Autrement dit, le remboursement d'emprunt, ce qu'on fait, ce que vous faites tous chacun, elle nous a listé toute une liste de dépenses que vous devez autoriser, sachant que ça se fait déjà, remboursement d'emprunt, ligne de trésorerie, à juste titre, donc à cette occasion-là, les abonnements et consommations de carburant, hein, je vous en passe les meilleurs, les abonnements de revues périodiques, achat d'ouvrages et de publications, c'est pour dispenser, il y a des dépenses qui sont autorisées pour se dispenser de la notion de service fait. Non, tu vas m'écrire ça correctement. C'est écrit là, j'essaie de simplifier. D'accord, je vous remercie. Ça nous permettra de prendre de l'essence dans tous les supermarchés. D'accord. Est-ce que vous avez des questions diverses? Alors, il faudrait qu'on choisisse. Bon, petite question là. Sur le prélèvement à la source, là, ça roule là chez vous, dans vos communes respectives, là, vous êtes prêts, tout ça, ça baigne? Oui. Il y a un point quand même qui va nous embêter au niveau du CIS, je le dis, c'est que pour les heures complémentaires, on avait l'habitude jusqu'à l'heure, les heures complémentaires, on les payait le mois suivant. Puisqu'on arrête à peu près, on fait la paye vers le 18, 20 du mois, et elle est payée vers le 27, le 28 ou le 29 du mois chez l'agent. Or, on m'explique que, et moi je trouve ça dommageable, on m'explique que les heures complémentaires, il faudra les payer dans le mois en question. Or, ce qui va avoir pour finalité que l'agent ne sera payé que le 8 ou le 10 du mois suivant. Je trouve que c'est une belle connerie. Bon, donc moi je veux voir avant, c'est soit les trésoreries, les perceptions qui nous demandent ça. Moi quand même, je n'ai pas envie parce que pour des agents qui auront l'échéance de remboursement de leurs frais de la maison au sein du mois, vous voyez le genre d'exercice. Donc je ne sais pas quel est le bon technocrate qui a prévu ça, mais on va essayer de s'en dispenser. Je voulais savoir si vous êtes concerné à vos communes. Non, une question. Mais pourquoi on ne compte pas les heures supplémentaires du 15 au 15? Oui, ça peut être ça. Oui, mais pour la chaîne, ça l'achète dans la rue. Oui, mais on m'explique que si on fait ça, effectivement, on l'a regardé, il faut, la première année, pour abonder, il faut verser le mois de ça, et ça représente 100 000 €. Et évidemment, le directeur du CIS, il me dit, bon, mais est-ce que la communauté de communes peut me faire l'avance de 100 000 €? Bon, donc on va regarder ça, hein. Je ne vais pas vous inviter. Oui. Dernier point au niveau de l'information, il y avait la semaine dernière le congrès des communautés de communes. Bon, un rendez-vous important, vous connaissez le contexte de ce qui se passe à l'échelon national entre le gouvernement et les différentes associations d'élus. S'agissant de l'AMF, les mairies et les interfos, s'agissant de l'ADF, c'est-à-dire les départements, et s'agissant de l'ARF, s'agissant des régions. Il y a un boycott de ces 3 associations d'élus pour la conférence du territoire. Donc il y a eu des propos très aigres-doux qui ont été tenus, puisqu'on a eu la visite de 5 ministres. Bon, je pense que la volonté de ce gouvernement qui a été formé ce matin, c'est
de mieux prendre en compte les collectivités, les demandes et les sollicitations des collectivités territoriales. Donc j'ai demandé à ce qu'on vous remette une copie du communiqué de l'Association des maires de France, le relevé des conclusions de la commission des finances où je siège, qui permet de tracer très précisément les choses sur la réforme, notamment la réforme fiscale, qui va nous impacter. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux aujourd'hui? Et ça fait vraiment débat. S'agissant de l'exonération de la taxe d'habitation. Pour l'instant, donc, vous le savez, ça se fera sur 3 ans, 30% cette année, 35 l'année prochaine et 35 l'année suivante. Et ça concernait au départ 80% des contribuables. Le Conseil constitutionnel a demandé l'extension de cette exonération sur l'ensemble des contribuables. Sauf que quand il s'agissait de prendre l'exonération de 80% de la population, ça coûtait 10 milliards d'euros. Comme il y avait à peu près déjà 3,5 à 4 milliards d'exonération, le restant à charge pour l'État était de l'ordre de 6 milliards et demi. Par contre, en prenant la totalité, la facture monte à 21 milliards. Et évidemment, 21 milliards, c'est quelque chose qui n'est pas, ne se fait pas de la même manière. D'autant que cette décision a été prise l'an dernier, il y avait une perspective de croissance de 2,2 qui aujourd'hui est à 1,6, 1,7. Bon. Dans les données ont changé. Ce qui fait que le gouvernement propose de modifier les ressources fiscales des collectivités. Et s'agissant du bloc communal, qui comprend les communes mais aussi les intercos, il y aurait le dégrèvement, mais qui financièrement serait, on percevrait en termes de ressources le foncier bâti du département. Donc le foncier bâti du département ne serait plus un impôt départemental, mais serait un impôt à partager entre les communes et les intercos. Sauf que reste entier le problème du financement des départements. Et c'est ça qui pose problème, parce que l'idée qui est sous-jacente, c'est de dire les départements seraient financés, pour les enseignants officiels, par une dotation spéciale de l'État. Vous voyez le paradoxe, c'est qu'en définitive, on veut exonérer, et tant mieux pour le contribuable qui n'aura plus de taxe d'habitation à payer, mais en définitive, les départements vont être privés d'une ressource fixe, parce qu'on sait très bien que si c'est une dotation, on a connu ça par le passé, ça peut à un moment donné ne pas évoluer dans le sens que l'on souhaiterait. Bon, donc il y a un réel débat qui va être tranché dans les semaines ou dans les prochains mois. En tous les cas, l'idée c'est que tout ça soit bouclé pour le mois d'avril 2019, en vue d'une application pour l'exercice 2020. Voilà, donc c'était le plus gros problème. Le reste c'est beaucoup moins important. Et oui, il y a une réforme également de la dotation d'intercommunalité pour corriger certains aspects. Voilà, donc vous avez appelé. Voilà. Y a-t-il des questions diverses? Sinon, on va essayer de savoir quand est-ce que, à quel endroit on va se réunir. Pour information, Laura a fait passer à chacun des maires des exemplaires du rapport d'activité que vous pourrez communiquer à vos conseillers municipaux lors de la présentation que vous ferez du rapport d'activité de la communauté des communes. Alors, vous ouvrez vos agendas. Jeudi, après-demain, donc on a prévu toute une journée pour le PLUI. Ça concerne les maires, mais les maires peuvent venir avec qui il voudra, des adjoints ou des services techniques, ça c'est à vous de voir, donc c'est pas, il ne faut pas que vous arriviez à 7 ou 8 par commune. Donc le matin, de 9h30 à midi 30, on examinera les cartes pour les 10 communes chassoises.
Et l'après-midi de 14h à 17h, les 12 ou 13h30, vous avez avancé. Et donc l'après-midi, à partir de 13h30, les 12 communes landaises. Bon. Alors, là on arrive dans la dernière ligne droite. Et donc, en faisant les comptes par rapport à tous les documents qui vous ont été envoyés, alors il y a des communes qui ont répondu en disant « moi je suis d'accord, je n'ai pas d'observation à faire ». Il y en a d'autres qui ont répondu en faisant des observations, donc le cabinet Métaphore est en train de prendre en compte. Il y a des communes qui n'ont pas répondu du tout. Donc nous on considère, qu'on soit bien clair, les communes qui n'ont pas répondu du tout, ça veut dire qu'elles sont d'accord sur la carte qui a été envoyée, qu'il n'y ait pas de mal-donne là-dessus. Donc vous avez encore 48 heures pour... voilà. Néanmoins, dans un certain nombre de communes, il y a des adaptations. Pourquoi? Parce que si on veut atteindre l'objectif qui est demandé, c'est-à-dire une réduction de 35% pour les 10 années à venir par rapport à la consommation des 10 dernières années, il faut économiser 14 hectares. Voilà. Donc il va falloir entre nous qu'on identifie quelles sont les communes qui seraient prêtes à revoir à la baisse leur zonage qu'on avait imaginé avant l'été. Alors c'est pas simple à faire, c'est pas facile à faire. Moi je souhaite que ça se fasse collégialement, en bonne intelligence. Quoi, hein. Mais il est évident que si chacun campe en disant moi je veux rester sur la feuille initiale, là je ne sais pas comment on fera. Mais on devra faire. Le principe qui avait été acté de passer dans chaque commune, ça avait été renouvelé, c'est tombé à l'eau, ça. Moi je veux bien qu'on repasse en commune, mais... Non, mais on avait dit, oui, mais vous avez reçu les documents. Oui, d'accord, on avait dit qu'il passerait. Mais pourquoi faire repasser les communes? Franchement. Et associer le conseil, etc. J'imagine que vous avez associé votre conseil quand même. Mais j'en sais rien, moi, comment... Ça avait été dit au départ. Oui, mais on l'a fait dans certaines communes. On l'a fait dans les communes qui semblaient poser le plus de problèmes. Résultat des courses, mon cher Jacques, ces communes ne nous ont jamais répondu. Alors moi je veux bien qu'on aille faire le tour des popotes, qu'on aille discuter. Réponse, il était dit, oui, on va soumettre ça au conseil municipal, parce qu'il n'y avait que 3 ou 4 des élus locaux. Oui, mais on va soumettre ça au conseil municipal. Jamais de réponse. Donc nous, on va trancher. Voilà, je vous le dis franchement, c'est pas de bonne méthode, ça. Moi, je ne veux pas accentuer le propos, mais c'est votre outil de travail, hein, après. Donc on a besoin de savoir si, oui ou non, vous validez les choses, etc. Et il va falloir économiser. Bon. Donc, attention, oui. On a commencé à regarder avec les services. On va rassurer, mais on aura peut-être déjà un niveau de 5 hectares qui serait prêt à sauter. Bon, ça va faire quand même. Oui, non, mais c'est bien. Hein, voilà. Mais il en faut 14. Il en faut 14. Voilà. Donc vous regardez dans chacune de vos communes. Alors, quelle commune nous accueille la prochaine fois? Donc c'est une gersoise, donc c'est Arblade ou Orensan? Ils étaient quand Arblade ou Orensan? 23 novembre, Orensan nous a reçu le 9 mars 2016 et Arblade le 14 décembre 2015. Donc la logique voudrait que ce soit Arblade. Il est là Arblade? Comme ça? Quoi? Oui, 14 décembre 2015. Ça fait 3 ans. Ça sera quand? Alors, ce sera le 19 novembre. Un lundi soir. Alors, pourquoi le 19 novembre? Parce que, entre autres, il n'y aura pas que ça, il y aura des décisions modificatives pour solder l'exercice budgétaire, mais il y aura surtout le marché pour les fournitures, les denrées alimentaires de la cuisine centrale.
Donc lundi 19 novembre à 20h30 à Arblade. Ça te va, monsieur le maire? Oui, oui. Bon, voilà. Et on fera un dernier conseil, vraisemblablement avant Noël, où on mettra l'accent plus particulièrement sur tous les dossiers économiques. Avec peut-être la participation des entreprises nouvelles qui vont s'installer ou qui viendraient s'installer. Voilà. Et là, ce sera une commune irlandaise, on verra qui ce sera. Bien, monsieur le maire, est-ce que vous considérez qu'on a bien travaillé et qu'on peut passer à des résistances oui, allez. Je lis, encore à la page 20, le conseil d'administration du CIAS du 23 octobre. Oui. Il va y avoir une réunion. Oui, s'il y a un conseil d'administration, il y a une réunion. Je vois le compte rendu de la dernière réunion. On a reçu la confirmation. On n'a pas reçu. C'est comme c'est pour ça que je me permets de poser la question. Il y a un problème là, parce que moi j'ai... Moi je l'ai reçu. Bon. Alors pour vous le marquer, écoute, demain matin, il faut... donc mardi prochain, dans une semaine, le 23 à 19h, il y a conseil d'administration du CIS. Pardon? Et il y a le matin un comité technique, à 10h. Bon, mais écoutez, si c'est pas arrivé dessus tout le monde, mais comment se fait-il que la classe arrive et que ça ne va pas ailleurs? C'est arrivé à Vienne, bon donc c'est... Moi je l'ai pas. Bon, mais voilà, ça va arriver demain. À 19h. Bon. Donc je vais faire le mot de la fin. Je voudrais d'abord remercier Jean et la commune de Lyon. La sonorisation, puisque quand on est en panne à bonne heure, on se tourne vers dehors qui est toujours là pour nous dépanner. Un grand merci à Jeannot. Vous avez le même club de basket, vous avez le même football, vous avez... On va y réfléchir, on va y réfléchir. On va se tourner dans le comptoir et on va monter le tour de l'amitié. Merci à vous.